merci enfin parce que votre conférence a préparé la conférence de mon distingué confrère, le professeur Emmanuel Pondi, Jean-Emmanuel Pondi, comme il le dit, parce qu'il les rappelle, comme je m'appelle Emmanuel, dit il n'y a pas de confusion possible. Moi, je suis Jean-Emmanuel Pondi, il vient du Cameroun, où il est recteur à l'université Yaoundé 2, et où il enseigne les relations internationales et les sciences politiques. Ainsi, il va nous parler, n'est-ce pas, des États-Unis d'Afrique, quelle démarche pour y arriver. Professeur, vous avez la parole. Mama Batata Bandeko. Bote Nabino. Excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chères étudiantes, très chers étudiants, Monsieur le Président du collectif pour les États-Unis d'Afrique, Révérend Emmanuel Lukusa, Professeur Théophile Obenga, distingués collègues, mesdames, messieurs. Comme il est de coutume, je voudrais vous assurer que je ne serai pas long. Mais malheureusement, c'est comme ça que commencent les plus longs discours. Un jour, à l'université de Yale, qui est dans le Connecticut aux États-Unis, un monsieur commence son discours comme moi, en rassurant l'auditoire qu'il ne sera pas long. Et c'est une remise de diplôme à l'université de Yale. Il dit que Y dans Yale signifie youth. Et il passe 15 minutes pour expliquer ce concept. Ensuite, le A veut dire advancement. Il passe 15 minutes pour disserter là-dessus. Ensuite, le L, selon l'orateur, veut dire learning. Il va passer encore 15 minutes pour expliquer le terme learning. Et enfin, le E, il termine avec experience pour une autre quinzaine de minutes. Vers la fin de son discours, une vieille femme se lève au fond de la salle et elle dit « Remercions le bon Dieu que nous n'assistions pas à la remise des diplômes de la Massachusetts Institute of Technology. Parce que sinon, nous serions ici pour au moins 2 semaines. » Mesdames et messieurs, après la brillante communication du professeur Yoka André, en réalité, il ne me reste plus grand-chose à dire. Tous mes prédécesseurs, Freddy Mulumba, tous mes prédécesseurs ont dit d'excellentes choses. Le thème qui m'a été alloué, c'est États-Unis d'Afrique, quelle démarche pour y arriver? En d'autres termes, quelle piste faut-il choisir pour atteindre nos objectifs? Comme j'ai dit que je ne serai pas long, je ferai tout pour respecter ma parole. Je voudrais donc vous proposer un itinéraire dans cette marche qui a 4 points et 4 points seulement. Le premier point, c'est la conscientisation des peuples d'Afrique, leur réveil, leur remobilisation vers la notion d'unité continentale et de panafricanisme. Pour quelles raisons devons-nous être l'avocat de cette approche? Le deuxième point, deuxième point de la marche, ce sera d'être l'avocat de l'instauration d'une langue transnationale africaine. Nous ne pouvons pas parler d'intégration du continent en utilisant les 3000 langues seulement, ou en nous réfugiant dans les langues dites officielles, c'est-à-dire celles que nous avons apprises à la chicotte. Troisième point,
ce sera de plaider pour l'ouverture pour l'Afrique des grandes cases culturelles africaines à travers le monde pour satisfaire ce qu'en diplomatie on appelle le principe de réciprocité. En effet, en Afrique, nous avons beaucoup de structures culturelles, mais nous n'avons pas leur équivalent africaine dans le monde et dans les pays qui se trouvent ici, chez nous, avec ces structures. Et enfin, nous allons proposer que nous considérions la crise de la Covid-19 comme une opportunité pour l'Afrique de se réorganiser enfin, de se restructurer enfin et de devenir le cœur et le moteur de son propre développement, comme le font l'Amérique, comme le font l'Europe, comme le font l'Asie. Nous ne demandons donc pas quelque chose d'extraordinaire. Nous demandons tout simplement que soit appliqué à l'Afrique par les Africains ce qui se fait tout naturellement partout ailleurs. Pourquoi devient-il un problème quand les Africains disent que l'extraordinaire richesse de l'Afrique doit d'abord profiter aux habitants de l'Afrique? N'est-ce pas ce qui se fait partout ailleurs dans le monde? Je vais donc recommencer le premier point rapidement. La conscientisation des peuples africains par rapport à leur continent et par rapport au concept de l'Afrique. On a dit tout à l'heure qu'on a essayé de minorer le rôle de l'Afrique. La colonisation ne peut pas avoir lieu sans qu'on nous ait vidé de notre substance et de notre essence. Pour qu'on puisse nous dominer, il faut qu'on arrive à nous convaincre, et malheureusement c'est déjà bien fait, que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien et que nous ne pouvons rien atteindre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je dis malheureusement, ce travail a été très bien fait parce que depuis 35 ans que j'enseigne à travers le monde, que je parle de l'Afrique, mes premiers contradicteurs, mesdames et messieurs, quand je parle d'une Afrique digne, debout, fière et autonome, mes premiers contradicteurs, disais-je, sont d'abord les Africains qui se lèvent pour dire « Mes professeurs, tout ce que vous dites là est impossible. Vous êtes un doux rêveur et rien d'autre. » Donc, il faut que nous conscientisons les Africains parce que la plus grande des maladies n'est pas le paludisme, n'est pas le VIH, n'est pas la poliomyélite et autres. Ce sont des maladies importantes, ni le Covid-19. La plus grande des maladies, je suggère, c'est l'ignorance. Et la plus grande des ignorances, c'est l'ignorance de soi-même. Tout à l'heure, on a dit que le Congo était le cœur de l'Afrique. Si l'Afrique veut avancer, le Congo doit bien se porter et être bien disposé par rapport au panafricanisme et à l'intégration continentale. Moi, je dis que quand on regarde l'histoire du Congo, malgré tous les déboires, malgré tous les problèmes, malgré tous les conflits, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose ici d'exceptionnel. Et je m'en vais vous montrer avec quelques exemples que le Congo, comme l'Afrique, sont la puissance culturelle mondiale de premier plan, une puissance culturelle mondiale de premier plan. Pourquoi avancer une pareille affirmation? Il convient de rappeler que quand on vient dans l'histoire des Nations Unies, on s'aperçoit bien que l'une des premières tragédies des Nations Unies sera la perte du secrétaire général Dag Hammarskjöld, non loin de la frontière congolaise entre le Congo et la Zambie.
On voit aussi que, sur le plan culturel, le Congo s'est toujours positionné comme étant une terre de transition des cultures, un centre névralgique de création infinie. Je vais vous donner quelques exemples. La chanson Indépendance Tcha-Tcha, que nous connaissons tous, a été utilisée par tous les pays africains pour célébrer leur indépendance. Tous. Il n'y a pas un qui ne l'ait pas fait. Ça veut donc dire que la créativité venue d'ici a pu insuffler et irriguer l'ensemble des pays au plus haut moment de leur joie. Ça venait d'ici. Manu Dibango, que vous connaissez, a commencé sa carrière ici à Léopoldville. Il a fait un morceau qui s'appelle Twist à Léo. Et avant de mourir, il disait à qui voulait l'entendre que sa classe et ses classes ont été faites ici. C'est lui, Manu Dibango, qui en 1972 va donc faire le premier disque d'or africain aux États-Unis avec Soul Makossa. S'il n'avait pas été ici, je ne pense pas qu'il aurait eu les fondamentaux de la musique que nous lui connaissons et avec lesquels il a irrigué la planète. 1974, j'étais au Zaïre de l'époque. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'entre 1972 et 1977, j'étais bel et bien à Kinlabel. Et beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, c'est possible, mais nous étions là. Et nous avons assisté à la grande confrontation Mohamed Ali, George Frazier, qui a eu lieu au stade Tata Raphaël et qui a drainé des milliards de téléspectateurs à travers le monde. C'était bien le centre du monde à ce moment-là. Nous pouvons dire que le Congo comme l'Afrique sont des puissances qui s'ignorent et quelque part qui ne veulent pas toujours assumer la place et le rôle de puissance qui est une place éminente. Si vous prenez Hollywood, la machine à produire des films aux États-Unis, et qu'on vous demande quel est le film qui a eu la plus grande rentrée dans l'histoire, ce qu'on appelle le box-office, l'histoire des rentrées financières aux États-Unis, depuis la création de Hollywood, eh bien, ne soyez pas surpris d'apprendre que ce film est un film d'inspiration africaine, Le Roi Lion. Le Roi Lion, dont le héros principal s'appelle Simba. Je crois que ça vous dit quelque chose. Donc, il faut comprendre que, contrairement à tout ce qu'on nous dit, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'Afrique et la culture africaine sont bel et bien au centre du fonctionnement du monde. Et ce n'est pas Picasso. Ce n'est pas Picasso considéré par les Occidentaux comme leur plus grand peintre qui va nous nier, puisque son style de peinture a été bien sûr pris à partir de l'Afrique. Et quand on regarde l'école de peinture du Congo, il y a de fortes suspicions que ce soit pris à partir d'ici. Alors quand on a tout ceci, comment et pourquoi allons-nous continuer à jouer toujours à l'auto-flagellation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc sortir de cette posture mentale qui consiste à croire que rien de bon ne peut sortir d'Afrique, alors que le monde entier, pour pouvoir vivre, a besoin des ressources africaines. La problématique centrale pour nous est comment transformer les ressources africaines en richesses africaines, c'est-à-dire richesses pour les peuples
d'Afrique. Et l'une des seules manières de le faire, c'est de mettre ensemble nos énergies, notre savoir-faire et notre richesse. Je vais vous donner une dernière statistique sur ce plan, en termes de connaissances, parce qu'il faut qu'on connaisse bien notre continent. On parle toujours de famine en Afrique. Malheureusement, c'est parce que nous sommes mal organisés. Il y a 800 millions d'hectares de terres cultivables aujourd'hui en Afrique qui ne sont pas cultivées, qui sont en jachère. Je répète, 800 millions d'hectares. Or, cette même Afrique importe du riz, des pâtes et je ne sais pas quoi d'autre pour 50 milliards de dollars chaque année. Comment comprendre cela? Si ce n'est notre esprit extraverti, rivé sur l'extérieur, pensant à tort que le salut de l'Afrique viendra de l'extérieur, ce qui ne peut pas se faire. Il n'y a aucune communauté au monde qui va travailler pour le salut d'une autre de manière philanthropique. Ça n'existe pas. En tant qu'analyste des relations internationales, si j'ai appris une chose, c'est que la philanthropie, le bon cœur et le bon samaritanisme n'existent pas en relations internationales. Il n'y a que quelques Africains qui persistent à croire en cela. Donc, il est important, mesdames et messieurs, de nous mobiliser pour connaître quelle est la vraie Afrique, quels sont nos potentiels, quelles sont par conséquent nos marges de manœuvre pour nous en sortir. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Parce que qui de raisonnable peut quitter son pays pour aller habiter 5 siècles sur un autre continent s'il n'y a rien dans ce continent? Ce n'est pas pensable. Or, c'est bien le cas. Maintenant, la deuxième marche que je vous ai annoncée, c'est celle de savoir, tout simplement, comment est-ce que l'intégration continentale peut-elle se faire dans une cacophonie linguistique caractérisée? Les pays africains ont chacun, à l'intérieur d'eux-mêmes, leur langue. Et c'est une bonne chose. Nos langues sont nos richesses. Nous devons arrêter de dire, comme on l'entend souvent, ma grand-mère au village est illettrée. Pourquoi? Parce qu'elle parle le Chiluba, parce qu'elle parle le Kikongo, parce qu'elle parle le Peul. Non, votre grand-mère n'est pas illettrée du tout. Elle est lettrée dans la civilisation qu'il a vu naître et elle est peut-être un savant dans cette civilisation, ce que vous n'êtes pas dans la civilisation que vous prétendez maîtriser. Nous devons donc arrêter d'utiliser ce genre de termes qui n'ont pas de sens. Ce qu'il faut justifier, c'est pourquoi nous ne parlons pas nos langues. Mais ce n'est pas pourquoi nous parlons nos langues. Ne renversons pas la logique. Donc, les langues sont cruciales. Parce que comme le dit Ngugi wa Thiong'o, spécialiste kényan, homme de lettres, il dit clairement que les langues ne sont pas seulement un vecteur de communication. Ce sont des transmetteurs de civilisation. Celles et ceux qui veulent vous dominer vont d'abord s'assurer que vous éteignez votre langue, c'est-à-dire votre essence personnelle, votre culture personnelle, et que vous adoptiez la leur qu'ils vont sublimer comme étant quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, ça a beaucoup réussi. Parce qu'on voit bien des Africains, non seulement qui ne connaissent pas leur langue, mais pire encore, sont fiers de dire qu'ils ne connaissent pas leur langue. C'est une catastrophe. Donc, nous proposons que une langue transafricaine soit restaurée, instaurée à travers tout le continent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, car dès 1948, Cheikh Anta Diop écrivait déjà à ce propos
et nous montrer l'importance d'une langue transafricaine. Je pense qu'il est absolument crucial pour nous de savoir que, en instaurant une langue, et il a proposé le Kiswahili, en instaurant une langue, nous allons ouvrir l'Afrique aux Africains. Vous allez être capable d'investir du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. Vous n'aurez plus peur de la barrière linguistique. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous déplacer en touriste partout. Découvrir enfin ce qu'est l'Afrique et non pas ce que quelques aventuriers commerçants se trouvant en Afrique ont décrit à tort et que nous avons pris pour être l'Afrique. Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique », publié en 1967 aux éditions Présence africaine, dit ceci à propos de l'adoption d'une langue transafricaine. Je cite, « Quoi qu'il en soit, c'est une langue bantoue de l'Afrique de l'Est, le Swahili, qui a le plus de chances de devenir demain pour l'Afrique noire, unifiée, une langue de gouvernement et une langue de culture. » Fin de citation. Donc, il va dire pourquoi, mais nous n'avons pas tout le temps de le faire ici. D'abord, le Kiswahili, c'est 60% de structure bantou, 40% de structure arabe, etc. Mais, en tout état de cause, voilà la proposition. Cette proposition va nous libérer, parce qu'elle va permettre à tous les Africains d'être en phase. Il ne s'agit pas ici, je termine par là, sur ce point, il ne s'agit pas ici de dire qu'on doit abandonner toutes les autres langues que nous connaissons. Pas du tout. Il s'agit de dire que nous allons nous plier à un exercice d'addition et non de soustraction. Si vous parlez déjà 11 langues officielles, comme c'est le cas de la République d'Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles, eh bien on va en rajouter une 12e, qui sera donc le Kiswahili. Au Cameroun, nous avons le français et l'anglais. En tout cas, notre constitution dit même l'anglais et le français. Et on va en rajouter une 3e, tout simplement. Montrez-moi, mesdames et messieurs, un Africain qui soit unilingue. Si vous en avez un à côté de vous, montrez-le-moi. C'est-à-dire qu'il ne parle qu'une seule langue. C'est suffisamment rare, c'est un objet rare, non identifié. Donc, nous sommes habitués, de par notre culture, de par notre histoire, à manipuler au moins 2 ou 3 langues, chacun et chacune d'entre nous. D'où vient-il donc que les mêmes personnes qui vont apprendre des langues asiatiques, des langues d'Afrique, d'Europe de l'Est, des langues de je ne sais pas de quelle partie du monde, vont les apprendre rapidement, dès lors qu'on leur dit qu'il y aura un visa au bout du processus? D'où vient-il donc que ces mêmes personnes se rebellent contre l'apprentissage d'une langue africaine? La seule raison, c'est l'attitude négative que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de notre continent. Il faut donc dépasser cela, adopter une langue africaine. Dans notre cursus, dans nos curriculums, dans nos curricula, on va donc avoir une langue morte africaine, qui est donc l'égyptien ancien, bien sûr, la source des humanités, la base des humanités africaines. Notre base des humanités ne peut pas être grecque ni Rome, en aucun cas et en aucune manière. Donc, notre base des humanités africaines, naturellement, c'est l'Égypte. Et donc, l'autre partie, la langue vivante, serait le Swahili. Troisième point dont nous avons parlé au début, en présentant notre déroulé, c'est la création des facultés de médecine africaine et de pharmacie africaine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Au lieu de continuer à nous lamenter sur la tragédie du coronavirus, nous devons nous réjouir, non pas du nombre de morts qu'elle a causé en Afrique ou ailleurs, mais de l'opportunité que nous offre le coronavirus de rester enfin entre nous et de nous réorganiser. Nous devons prendre l'impossibilité de quitter nos terres africaines pour aller en Occident ou en Orient comme une extraordinaire chance. Mais notre esprit est-il à la hauteur de notre défi? Voilà la question. Voici une opportunité pour nous de revenir à notre médecine ancestrale qui, depuis plus de 400 000 ans, a soigné nos aïeux, nos arrière-arrière-arrière-aïeux. Arrêtons de parler de folklore. Ce n'est pas un folklore. Il y a des charlatans parmi des médecins traditionnels africains, incontestablement. Mais la médecine en tant que science des plantes naturelles est quelque chose d'extrêmement sérieux, de probant et d'efficace. Nous proposons qu'un État fédéral africain puisse prendre en charge cet aspect pour restructurer ce domaine et pour faire en sorte que ce qui s'est passé en 2020, qui a montré un triomphe de l'Afrique, quelque part, soit maintenant systématisé pour les prochaines vagues et que nous soyons en mesure de répondre en nos propres termes. Enfin, je voudrais terminer, quand on parle des différentes marches, différents aspects, des différents arrêts dans la marche, pour parler d'un aspect assez inquiétant et assez curieux. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons dans Kinshasa des centres culturels de pays venus d'ailleurs. Nous connaissons tous ces centres culturels, le Goethe Institute, l'Institut français, le British Council et tout cela. Très bien. Et l'Institut Confucius, naturellement. Comment se fait-il que ces centres se retrouvent dans pratiquement tous les pays d'Afrique? Ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes ouverts aux cultures mondiales, mais à condition qu'elles n'aient pas comme intention d'obérer nos propres cultures ou alors de les narguer. Comment se fait-il, disais-je, que quand vous allez à Beijing ou à Berlin ou à Paris ou à Madrid, j'ai oublié les centres Cervantes, vous ne trouvez aucune maison de culture africaine. Or, la règle la plus simple de la diplomatie, c'est le principe de la réciprocité. Nous devrions donc avoir, dans toutes ces contrées, des grandes cases de culture africaine où nous faisons circuler nos artistes, nos peintres, nos musiciens, nos créateurs, nos écrivains à travers le monde. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? C'est parce que l'image que nous avons de nous-mêmes ne nous permet pas de franchir ce cap. Et nous n'osons pas poser cette requête qui est pourtant légitime, normale et compréhensible. Donc nous proposons que cette étape soit franchie et que nous demandions que dans un pays comme la Chine, dans toutes les régions de Chine, il y ait des grandes cases de culture africaine où nous allons désormais leur montrer autre chose qu'une Afrique famélique qui demande soi-disant de l'argent constamment. Mesdames et messieurs, je voudrais tenir ma promesse. Je vous ai dit que je ne serai pas long et nous avons fait à peu près 15 minutes, qui est le temps d'une lettre du discours que je viens de vous présenter au début. Et je voudrais une fois de plus féliciter le révérend pasteur Emmanuel Lukusa, féliciter le collectif des États-Unis d'Afrique,
féliciter toutes les personnalités qui sont ici, non pas parce qu'elles n'ont rien à faire, mais parce qu'elles croient que l'intérêt de l'Afrique est une cause supérieure. Un continent si riche qui, depuis 5 siècles, nourrit la terre entière, a contribué à construire tous les autres continents, ne peut pas continuer à être dans l'état dans lequel nous le voyons. Personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Personne. Aucun Martien ne quittera Mars pour venir le faire. Et de continuer à croire que la responsabilité des autres, sous couvert de soi-disant aide, est de nous aider à nous construire et de se bercer d'une grave et dangereuse illusion. Seuls nous les Africains, unis comme nous l'étions avant le 14 novembre 1884, la carte de l'Afrique n'était pas celle qu'on voit aujourd'hui. Avant cette date-là, nous étions bel et bien unis. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème en Afrique avant, il y en avait. Il y avait des antagonismes, il y avait des guerres. Mais c'était des guerres fraternelles qui se terminaient toujours par des ententes, par des palabres sous l'arbre et selon notre coutume, où on oublie, où on cherche la restitution de l'harmonie sociétale et non pas, comme dans le droit occidental, qui a gagné et qui a perdu, et celui qui a gagné prend tout, rafle tout, et celui qui a perdu n'a rien. Ce n'est pas notre logique. Et les guerres qui perdurent sont en grande partie dues à cette logique dite du droit positif. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs, et je souhaite à nous tous de nous engager, pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs conscients que la solution du problème africain est une solution collective. Nous avons déjà aujourd'hui tout ce qu'il faut. Je termine avec une statistique. Quand on prend tous les PIB, produits intérieurs bruts, mélangés de tous les pays d'Afrique, ça vous donne en 2020 2 milliards 849 millions de dollars, faisant de l'Afrique aujourd'hui la 6e puissance économique du monde. Je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit dans 100 ans. Oui, et ça passe juste après l'Allemagne, avant le Canada qui a 1 milliard 763 millions, avant, il y a encore d'autres, hein, ce n'est pas la peine de vous donner tous ces chiffres, mais sachez qu'il suffit qu'on comprenne enfin que nous devons nous mettre ensemble, mais que ça sera un chemin difficile, puisque cette mise ensemble veut dire qu'on va sevrer les autres, dont c'est le travail et le fonds de commerce de nous exploiter ad vitam aeternam. Je vous remercie. Africa. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Comme disait Moudimbe, le professeur Moudimbe, on ne peut pas construire l'Afrique sans l'apport de la femme. La femme est une créativité et elle va nous parler de cela en termes de technologie et de sciences. Madame, vous avez la parole. Distingués invités à vos titres et qualités, bonjour à tout le monde. Je commence d'abord à remercier le président des collectifs pour les États-Unis d'Afrique et tous les comités qui sont organisés, en fait, les personnes qui se sont organisées pour que nous soyons invités comme panélistes dans cette grande célébration pour les États-Unis, collection des États-Unis d'Afrique. Moi, je crois en ça et je sais que nous sommes ici parce que nous croyons à cette initiative et nous savons que nous allons réussir. Si nous n'allons pas réussir, comme de grands hommes disent toujours, il faut mettre un pas et les autres feront aussi d'autres pas. Par là, je félicite d'abord mes aînés, prédécesseurs qui ont parlé déjà. Ils ont presque tout dit. Mais moi, je vais peut-être, ma petite contribution, parler sur la technologie. Aujourd'hui, vous regardez que les Occidentaux ont changé la façon de faire la guerre. On n'est plus dans la colonisation comme c'était, il faut chicoter, il faut l'esclavagisme.
Mais moi, j'ai dit, nous demeurons toujours dans l'esclavagisme, mais ça a changé un peu de forme. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez même dans nos maisons, pour avoir des cure-dents que nous mettons dans nos maisons, ça vient de l'étranger. Je suis même surpris d'avoir dans des supermarchés, on met du pain d'hamburger qui vient d'autres pays d'Europe. Et nous sommes aussi fiers d'acheter ce pain, en même temps que dans notre pays, nous-mêmes, nous pouvons fabriquer le pain. Ma petite contribution, ça serait plus par rapport à... Nous savons tous que des femmes, d'abord, nous sommes plus nombreuses que les hommes en Afrique, il paraît-il, d'après des statistiques. Et si nous remarquons que beaucoup de femmes sont dans le milieu rural, et si nous ne faisons pas attention à cette femme qui lutte pour nous, pour que nous arrivions à trouver à manger par rapport à l'agriculture, et nous remarquons aussi l'histoire, bon, on dit que nous n'avons pas l'histoire, moi je ne crois pas à cela, parce que nous savons que depuis la préhistoire, l'Afrique existait. Et si nous remarquons l'histoire, après l'Antiquité, il y avait le Moyen-Âge. En fait, s'il y a les historiens, moi je suis technicienne de formation, je ne maîtrise pas trop l'histoire, mais les historiens nous disent qu'à la période du Moyen-Âge, il y avait, c'est là où il y avait le début de l'agriculture. Donc, nous avons quitté l'Antiquité avec nos ancêtres qui faisaient la cueillette pour aller maintenant pour la culture, c'est-à-dire de l'agriculture. Mais nous devons savoir que nos ancêtres-là qui faisaient l'agriculture, donc c'est-à-dire ils avaient déjà inventé leur technologie. Et les technologies de l'époque, c'était plus la houe, parce que sans la houe, on ne pouvait pas faire l'agriculture. Mais imaginons-nous, depuis cette période, si nos ancêtres se réveillent aujourd'hui, depuis le Moyen-Âge, je crois qu'on a dépassé jusqu'à devenir à l'époque contemporaine, si je ne me trompe pas. Donc, nous sommes toujours avec la même technologie. Ils vont même s'étonner que nous, on a commencé quelque part. Et vous êtes toujours là, jusqu'aujourd'hui, toujours avec la houe, que nos parents, nous continuons à faire le champ. Et c'est ça qui nous permet de vivre. Donc, nous avons ces soucis de mécaniser d'abord l'agriculture, pas seulement pour les femmes, mais pour toute l'Afrique, et de changer aussi notre façon de chercher toujours à importer. Nous sommes, comme mes prédécesseurs viennent de dire tout à l'heure, on a beaucoup régressé. Pourquoi? L'Afrique avait déjà son développement à partir du Moyen-Âge, parce que nous sommes un peu venus un peu trop luxueux. Bon, on ne peut pas avoir un poulailler parce qu'on va acheter des poulets qui viennent de l'Europe. On ne peut pas avoir créé quelque chose parce que du lait va venir d'autant de pays. Et nous-mêmes, on n'arrive plus à chercher comment nous pouvons innover, comment nous pouvons avoir notre propre technologie. Aujourd'hui, si nous parlons peut-être, au moins tout le monde, les matins, nous les Africains, nous mangeons un petit pain. Mais vous imaginez que tout ce qui est comme farine, ça vient de l'étranger. Nous, nous fabriquons rien comme farine de blé pour qu'on arrive à manger le petit pain le matin avec nos enfants. Or que des scientifiques ont approuvé que nos maniocs, par l'entremise des professeurs Madame Yanjou, ont approuvé que nos farines de manioc sont capables de faire du pain, faire des beignets et faire tout ce qui est comme pâtisserie. Mais c'est à nous les Africains de savoir comment nous pouvons capitaliser ce que nos parents qui sont dans des villages, qui sont en train de faire. Mais qu'est-ce qui nous manque? En dehors de la mécanisation des systèmes d'agriculture, aujourd'hui je vois il y a des étudiants ici, nous tous au moins on connaît des formules basiques comme on dit que non. La vitesse, c'est le rapport de l'espace et du temps. Prenons une femme qui a un petit espace pour élaborer son champ et elle va mettre combien de temps et pour fournir combien d'efforts. Mais les Occidentaux ont fourni leurs efforts pour avoir leur propre technologie. Et nous, nous restons toujours dépendants de leur technologie. De notre façon, nous pouvons aussi faire pour changer la façon de la mécanisation dans nos champs et qui va permettre aussi de faire quitter l'insécurité alimentaire. Si nous parlons de la transformation, on sait qu'il y a beaucoup de mamans qui se battent pour faire la transformation des produits alimentaires et consorts.
Mais nous devons nous donner à cela. Et si l'Afrique veut être un continent uni, nous devons d'abord quitter la dépendance de la technologie des Occidentaux. Si nous avons notre propre technologie, pour moi, ça serait un point de départ qui va nous permettre d'avancer. Je peux donner un exemple concret, deux exemples, si vous me permettez, je peux dire, pour vous montrer comment nous avons, rien qu'avec des petites idées, avec mon équipe Women's Technology, comment on a changé la façon de régulation des circulations routières. Parce qu'avant, on disait toujours que non, pour réguler la circulation routière, il faut mettre toujours des poteaux ou des faits de signalisation dans l'extrémité de la route. Mais nous, on a dit, mais écoutez, nous pouvons aussi, mais en d'ailleurs, si ce n'est qu'une technologie, mais si c'est une personne qui régule la circulation, la personne peut être au milieu de la route. Alors, avec mon équipe, nous avons dit, ben, écoutez, s'il y a déjà un individu qui peut rester au milieu de la route, alors formons un robot de forme humanoïde qui peut permettre aussi à réguler la circulation, parce que nous avons tenu compte de la pénibilité de la personne, parce que des fois, nous, quand on passe sur la route, on voit toujours les roulages comme nos ennemis, mais au moins, nous ne voyons pas la pénibilité de leur travail, d'être sur un socle, de faire le même mouvement en répétition comme un robot. Et cela nous a dit, mais nous ne pouvons pas changer les données et mettre aussi, peut-être, en fait, comme l'être Dieu nous a créé, nous regardons avec un angle plat, mais un robot peut regarder avec 360 degrés, c'est-à-dire que si le roulage donne le dos derrière, comme je suis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière moi, mais au moins le robot peut voir parce qu'il a les yeux, en fait, des caméras, si je peux dire, qu'on peut mettre derrière là. J'avais amené quelque chose. En fait, ça, c'était notre premier exemple. Et ça, je vais vous montrer un deuxième exemple pour montrer que nous, en Afrique, nous sommes aussi capables, surtout nous les femmes, de changer le pays, en fait, de changer l'Afrique et que nous amenons notre propre technologie de notre manière. Si nous remarquons aujourd'hui par rapport à la potabilité de l'eau, au moins, d'après des statistiques, on dit que plus de 60 foyers en Afrique n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et pourquoi nous n'avons pas? Parce qu'il y a des technologies qu'on nous a obligés de rester avec ça, c'est-à-dire que nous sommes, que ce soit nos communes, que ce soit nos villages de nos parents, sont toujours traversés. On m'a appris que pour avoir du village, il faut toujours avoir rivière d'eau à côté. Mais le problème est que comment prendre cette eau-là et les transformer par rapport à la potabilité de l'eau. Parce que d'après les chimistes, je ne suis pas, non plus pas chimiste, on nous dit que non, il faut avoir de chlore, de sulfate et quelques produits chimiques qui peuvent permettre d'arriver à faire la potabilité de l'eau. Et si vous remarquez, tout ce qui est chlore, sulfate, surtout dans mon pays, ça vient de la Belgique. Donc si aujourd'hui la Belgique nous coupe les produits pour transformer l'eau, c'est-à-dire nous allons buver l'eau sans être traités. Et vous imaginez d'autres conséquences des maladies qui peuvent suivre. Alors, avec mon équipe, nous avons voulu révolutionner un peu le système. Nous avons fabriqué cette petite machine qu'on appelle, c'est un électrolyseur qu'on appelle Isabeau, et qui va permettre que tous nos parents, que ce soit au niveau du village, qui n'ont pas l'accès à l'eau potable, et s'ils mélangent que cette petite machine avec du sel de table qu'on peut trouver dans toutes les maisons, et cette solution qu'on appelle ion hypochlorite va faire qu'on arrive à avoir, si nous mélangeons ça avec de l'eau, qui va nous permettre d'avoir de l'eau potable. Je crois même, nous félicitons le président de la République qui a fait des éloges de ces petites machines quand on était à l'est du pays, à Goma. Je voulais seulement conclure pour dire que non, nous les femmes, nous sommes capables. Et il y a des femmes en Afrique qui se battent, que ce soit en sciences ou en technologie, mais notre souhait est que plus l'éducation, qu'on vise plus à orienter des jeunes filles dans la nouvelle technologie, dans les STEM qu'on appelle sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Si plus nous orientons nos jeunes filles là-bas, je crois que ce que nous avons fait, c'est juste une goutte d'eau, et nos jeunes filles feront mieux que nous. Je vous remercie. Bon, nous remercions Madame Thérèse, nous te remercions.
Oui, tu es un modèle pour les femmes. Et ce sont elles, les femmes d'ailleurs, qui vont faire le développement du Congo. Mais nous devons aussi donner la parole au professeur Obenga qui va faire ce qu'on appelle la conférence conclusive. Donc, le professeur Obenga va nous parler de la jeunesse, les vieux de l'émergence et de la renaissance africaine. Merci beaucoup, chers collègues. Madame, assistante personnelle du chef de l'État, révérend pasteur, chef des États-Unis d'Afrique, mesdames et messieurs, distingués invités, très chers collègues, je remercie avec beaucoup de déférence les organisateurs de cette rencontre sur la célébration panafricaine de la culture. Il m'a été demandé de traiter de la thématique jeunesse et renaissance africaine. Dans un pays, la République démocratique du Congo, où règne désormais la paix sociale, où est instaurée la cohésion nationale et dont l'ambition est la justice républicaine, tout cela augmente, je dois avouer, notre enthousiasme de nous retrouver ici. Pour prendre part à cette rencontre de réflexion pour l'avenir de l'Afrique. En toute chose, la bonne humeur rend moins aigu le timbre des particularités contingentes. Alors, partout dans le pays, le travail s'affirme comme une préface indispensable à la nouvelle République. Le paysan augmente chaque jour son expérience du monde rural. Le pêcheur fait la lecture des eaux fluviales et lacustre filet en main. L'instituteur dispense avec fierté les fondements de toute future formation. La sage-femme accueille avec sourire de nouveaux compatriotes. La commerçante vigilante expose sur les étalages gibier frais et boucané, poissons, légumes et chenilles. L'agent de sécurité publique, sous le soleil ou sous la pluie, surveille ce qu'il doit surveiller. L'athlète matinal s'entraîne pour conserver sa condition physique. Le chauffeur de taxi connaît par cœur tous les tours et détours urbain. Le musicien, le peintre, le sculpteur, le couturier, le coiffeur, le menuisier, le plombier et les ambulants changeurs de billets de banque. Eux tous font la beauté et la joie de vivre. Ainsi est Kinshasa, où nous sommes, capitale de la République démocratique du Congo et métropole de l'Afrique moderne. Ville de lumière, foyer ardent des musiques contemporaines, avec des campus universitaires d'âge déjà vénérable,
au bord du fleuve Congo, venus de loin des 1000 collines, irriguant un précieux bassin. La culture, précisément, qui est un fait phénoménal quotidien à Kinshasa. La vitalité de la capitale de la RDC est aussi due aux cadres, techniciens, administrateurs, ingénieurs, médecins, biologistes, agronomes, vétérinaires, universitaires, architectes, urbanistes, informaticiens, hommes et femmes de culture, hommes et femmes d'affaires, sociologues, juristes, journalistes, cinéastes, écrivains, penseurs, hommes et femmes politiques, hommes et femmes de haute spiritualité. En tout état de cause, la quête du bonheur est collective de tout temps. Dans cette permanente quête du bonheur de tous, l'homme politique ne sous-estime pas, il s'en faut de beaucoup, toute initiative, toute idée de progrès. Comme son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo porte haut l'idéal démocratique et républicain, voici que de lourdes responsabilités panafricaines lui ont été confiées par ses éminents pairs de l'Union africaine. C'est un destin qui vient de loin, de l'enfance au sein d'une famille de politiciens remarquables et aussi de son adolescence grâce à un militantisme juvénile constamment assumé. Peut-être nous disons peu, mais nous voulions certainement pas dire peu en disant peu. Mesdames et messieurs, l'humanité est aujourd'hui anxieuse. Dans une extrême angoisse. Et la question inévitable est celle-ci. Continuera-t-on de travailler et de vivre après Covid-19 toujours dans du gris sur du gris, ou bien de nouveaux paramètres et paradigmes changeront-ils fondamentalement l'existence humaine? Du côté du continent africain, les peuples africains seront-ils toujours les damnés de la terre, d'après la forte expression de Frantz Fanon, ou bien seront-ils définitivement sauvés tous ensemble, unis, sauvés des eaux boueuses du sous-développement chronique? On voit clairement que dans cette question, tout compromis, toute passivité et toute inconscience sont simplement suicidaires. Mesdames et messieurs, un monde nouveau après Covid-19 se dessine et se prépare déjà sous nos yeux, devant nous. L'espace stratégique atlantique
va intéresser de moins en moins les États-Unis, car la guerre froide n'est plus un souci préoccupant de l'histoire contemporaine. Les USA vont donc s'intéresser de plus en plus au monde pacifique à cause de l'extraordinaire et rapide montée de la puissance de la Chine. Il est manifeste que le Sud-Est asiatique accroît régulièrement son importance stratégique et géopolitique dans le monde. La route de la soie, avec un marché potentiel de près de 3 milliards d'individus, et l'exploration de l'espace lointain feront d'ici quelques dizaines d'années de la Chine certainement la première puissance mondiale. La puissance de la Chine va pousser les États-Unis à négliger quelque peu le multilatéralisme tous azimuts pour renforcer davantage leur intégration économique avec le Canada et le Mexique. Les USA ont 280 millions d'individus. Le Canada a 31 millions d'habitants et le Mexique 81 millions, 200 millions, ce qui donne au total une population globale de 393 millions 200 000 habitants pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Tandis que la Chine, l'État le plus peuplé du monde, à lui toute seule, a 1 milliard 32 millions d'habitants. Et l'Inde, toujours en Asie, a 1 milliard 300 000 habitants. Demain, la Russie va mieux exploiter la Sibérie, région russe qui s'étend de l'Oural et surtout au Pacifique. Parce qu'on ne peut pas rester, les Américains sur le Pacifique sans la Russie. Donc ils vont s'intéresser à la Sibérie à cause du Pacifique, tout en renforçant, en maintenant leur influence sur le vieil espace soviétique. L'Inde, nucléaire par ses propres savants, et le Pakistan, nucléaire grâce aux bons offices du président américain Ronald Reagan, ne paraissent pas clore définitivement leurs inimitiés. La vieille Europe occidentale, centrale et orientale est en train d'édifier l'Union européenne dans une sorte de désunion flagrante. En effet, les armées et la diplomatie ne sont pas unies dans l'Union européenne. Les frontières nationales se redressent soudainement à la moindre alerte sanitaire. Les commémorations nationales des guerres mondiales, surtout la Deuxième Guerre mondiale, toujours accusent la culpabilité allemande. L'Union européenne n'est qu'un assemblage juridico-administratif d'une vingtaine de royaumes et d'États-nations indépendants souverains. Elle est presque de nulle puissance politique, économique devant les États-Unis ou la Chine.
ayant rejeté le grand projet fédérateur de Simon Bolivar, héros de l'indépendance sud-américaine, mort à l'âge de 47 ans en 1830, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud restent jusqu'ici politiquement inaudibles au plan international, mises à part les activités narcotrafiquantes, surtout vers l'Occident. Quel est dès lors le scénario politique africain du futur post-Covid-19 et qui soit un projet fort, nouveau, sans lapsus. Ce qui est absolument certain, d'une certitude totale, c'est que l'Afrique ne pourra jamais, au grand jamais, et les collègues précédents l'ont dit, ne pourra jamais décoller, émerger et se développer sous le poids des dettes injustes ou par des aides, des appuis, des accompagnements qui cherchent plutôt, qui enrichissent plutôt un capital exogène à l'Afrique. La coopération dans la dignité, le respect et l'égalité est seule salvatrice. Pour recouvrer leur liberté et leur autonomie, autonomie de pensée, d'action, les Africains doivent exécuter la renaissance africaine sans détour. Et c'est la clé. Tentons de saisir dans toute l'ampleur des faits historiques ce qui motive et ce qui justifie la renaissance africaine. Après la traite négrière atlantique pratiquée par toute l'Europe occidentale, du Portugal à la Suède, en passant par la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande, avec à la clé près de 300 millions de Noirs africains ensevelis dans l'océan Atlantique ou déportés aux Amériques pendant 500 ans, 5 siècles, après les incendies des conquêtes militaires européennes qui ont abouti au partage de l'Afrique à la fin du XIXe siècle et à la constitution des colonies et empires coloniaux pendant conduisant à l'exploitation féroce des Africains pendant près de 200 ans, après le non cruel système de l'apartheid qui a perduré pendant 100 ans, un siècle, on totalise 800 ans, c'est-à-dire 8 siècles de souffrance, de déni total des droits humains avec des codes noirs et des codes indigènes hégémoniques. Notre sous-développement structurel actuel n'est pas dû au hasard, est un héritage durable de l'histoire de la souffrance et de l'exploitation. Il est sain, intellectuellement, politiquement,
de connaître sa souffrance, sa douleur. Ce n'est pas un péché de connaître sa douleur, son mal, pour le surmonter et le guérir définitivement avec des remèdes correspondant au diagnostic. C'est la dynamique de la Renaissance africaine qui fait porter le regard sur le passé pour aller résolument de l'avant en connaissance de cause. L'Afrique n'est pas et n'a jamais été la terre du négatif historique. Avant le grand malheur, l'Afrique était libre, belle, terre de magnifiques civilisations. Afrique, berceau de l'humanité, avec l'homme de Toumaï, dont le crâne fut découvert au Tchad le 19 juillet 2001. C'est à l'heure actuelle, dans l'état actuel de la science paléontologique, c'est l'ancêtre qui fait reculer les origines de l'humanité à 7 millions d'années. Les civilisations de la vallée du Nil, la Nubie, l'actuel Soudan, l'Égypte pharaonique négro-africaine, distincte de l'Égypte des Lagides et des Romains dans l'Antiquité. Les civilisations d'Aksum, Abyssinie, d'Éthiopie, les civilisations, les constructions cyclopéennes du Haut-Zambèze avec l'antique Zimbabwe en pierre taillée comme dans l'Égypte antique. Et d'ailleurs, le mot Zimbabwe veut dire édifice ou maison en pierre. Les royaumes et empires de l'Afrique orientale, de la région des Grands Lacs africains, des 1000 collines, l'Afrique méridionale, de l'Afrique centrale, qui vont de l'empire Lunda ou Rund au royaume de Njoya au nord Cameroun, en passant par le Kazembe, le Matamba de la reine Zinga en Angola actuelle, les royaumes Congo, Luango, Tio-Teke, le monde politique Pongwe au Gabon, l'univers Fan au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Les puissantes entités politiques de l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria, Ibo, Yoruba, Ilé-Ifé, avec abondance d'objets en bronze. Le Dahomey, capitale Abomey, avec des rois fameux comme Gézo, Gléglé et Béanzin. Le monde Akan, avec une opulence d'or chez les Ashanti du Ghana actuel, où le lit du roi était en or massif, ainsi que ses sandales et presque tous les grands insignes royaux en or massif, et avec des poids pour peser l'or. Et les mêmes Akans chez les Baoulés de Côte d'Ivoire, sous la conduite d'une femme, la reine Pokou. Jusqu'à l'empire des Mossi ou des Moré du Burkina Faso, jusqu'aux empires médiévaux de l'Ouest africain, le Ghana, le Mali et Songhai. Remarquons un fait d'une importance actuelle. C'est la charte du Mandé, énoncée à Fourkan Fouga. C'était
un document qui contient les lois de l'Empire Mandingue de Sundiata, qui nous a été révélé par Jedune Tarsier Niane, qui vient de nous quitter, hommage à sa mémoire, qui sont l'expression des droits humains en Afrique. Au XIIe siècle, les droits humains sont écrits, consignés. Droits de la femme, de la veuve, de l'enfant, de l'étranger, les droits. Et donc, ils préfigurent ainsi, en Occident, la Magna Carta, au XIIIe siècle, du roi d'anglais John. Donc, bien avant, l'Afrique avait déjà consigné les droits humains. Ainsi, qu'on le constate, tout le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, était couvert de chefferies, seigneuries, royaumes et empires florissants, avec des droits et des devoirs, des lois pleines de justice et d'humanité dans des environnements naturels bienfaisants, respectés. Même sens de l'accueil, de l'hospitalité, respect de la femme qui pouvait régner de plein droit sur l'ensemble du territoire national, comme ce fut la reine Hatshepsut à la 18e dynastie au Nouvel Empire égyptien. L'Afrique a toujours été accueillante, ouverte, jamais belliqueuse et jamais conquérante dans sa profonde philosophie politique. Voici rapidement 4 cas illustratifs de l'esprit africain d'hospitalité et d'accueil. Salomon, qui est mort en 932 avant Jésus-Christ, Salomon, roi d'Israël, fils et successeur de David, a eu pour femme une fille de Pharaon, roi nègre d'Égypte. Moïse, Moshe, au XIIIe siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, d'après les Actes des Apôtres, que tout le monde peut consulter, je dis bien au chapitre 7, versets 22-23 des Actes des Apôtres, on dit que Moïse fut éduqué en Égypte dans toute la sagesse de ce pays, c'est-à-dire dans tous les savoirs de ce pays, ce qui le rendit puissant en parole et en acte. D'où ce prophète, grâce à Dieu bien sûr, et grâce à des savoirs juridiques, administratifs, religieux, philosophiques acquis en Égypte, par éducation, devint le fondateur de la religion et de la nation d'Israël, qu'il guida jusqu'au voisinage de la terre promise. Donc Moïse lui-même avait pour épouse une femme noire de Couche, Medjaï, de Couche, c'est-à-dire de la Nubie, de Soudan actuel. Thalès de Milet, qui est mort en 646 avant Jésus-Christ, ne reçut d'éducation qu'en Égypte, sous l'autorité des prêtres savants
de ce pays, de cette nation négro-africaine. Et il devint, après son éducation en Égypte, il devint le premier philosophe grec, le premier astronome et mathématicien dans le monde grec. C'est qu'il a été éduqué en Égypte. Le Pythagore de Samos, au VIe siècle avant Jésus-Christ, se rendit en Égypte sur le conseil de Thalès de Milet. Et il passa 22 ans en Égypte, et pour accéder à certains savoirs, on lui demandait de se circoncire, ce qu'il fit. Donc c'est le premier grec à être circoncis dans l'histoire. Et il devint philosophe, mathématicien, mystique, c'est-à-dire très religieux. Voilà, ces quelques exemples montrent que la contribution de l'Afrique, l'histoire n'est pas faite pour plaire ou pour déplaire. Elle est faite pour la vérité historique. Et il serait partisan de nier purement et simplement la vérité historique. Il serait aussi intellectuellement malsain de cacher la vérité historique. Que ça vous plaise pas, mais c'est la vérité historique. L'important aujourd'hui, c'est la renaissance africaine. Il y a eu déjà plusieurs contributions, plusieurs célébrations panafricaines de la culture. En 1966, à Dakar, au Sénégal, sous l'impulsion du président Léopold Sédar Senghor. En 1969, à Alger, en Algérie. En 1977, à Lagos, au Nigeria. On peut organiser, vu les contextes et les circonstances du moment, c'est-à-dire le corona, on peut organiser une célébration panafricaine réduite de la culture ici en RDC, où existent déjà des atouts considérables. La province de Bandundu, avec les districts de Kwilu, Kwango, Maïndombe et Plateau. La province du Sud je m'excuse. Où c'est? La province du Bas-Congo, avec les districts de la Lukaya, Cataracte et le Bas-Fleuve. L'Équateur, Chouapa, Mongala, Nord et Sud, Ubangi. La province Kasaï orientale avec les districts de Kabinda, Sankuru et Chilenge. La province Kasaï occidentale avec les districts de Kasaï et de Lulwa. La province Katanga avec les provinces de Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika, avec villes importantes Kolwezi, Likasi et Lumumbashi, ville universitaire. La province du Maniema, avec les territoires de Kailo, Lubutu, Punia, Kabambare, Kasongo, Kibombo, Pangui et le chef-lieu est Kindu, bien sûr.
la province du Nord Kivu, avec les territoires de Beni, Lubero, Walikale, Rutshuru, Masisi, Nyaragongo, là où il y a le volcan. Et avec les villes de Beni, Butembo et Goma. La province du Sud Kivu, chef-lieu Bukavu, avec les districts de Fizi, Idjoui, Kabare, Kale, Mwenga, Chambunda, Uvira et Walungu. La province orientale, chef-lieu Kisangani, avec des territoires comme Banalia, Bafouassanda, là où il y a le coltan, justement, avec ce coltan, et Umbundu, le Ouele, le Haut-Ouele, le Bondo, le Bas-Ouele, Watsa, Dundu, Farazi, etc. Il y en a tellement, Rungu. Et il y a beaucoup de districts là-bas, Barou, Badjaji, Mambasa, Irumu. C'est plutôt qu'on appelle souvent Bounia, mais le vrai nom c'est Irumu. Donc, le contenu de la célébration de la fête de la culture africaine sous la haute autorité du président de la République et président d'exercice de l'Union africaine, le contenu sera fourni par toutes ces provinces qui sont déjà prêtes. Les danses, les musiques, les arts, l'artisanat. On fera des conférences, débats. Il y a l'art culinaire, comme on mange dans chaque région, dans les plats provinciaux, les spécifiques provinciaux, la coiffure, les modes, l'habillement, et on fera des expositions en vente, etc., etc. Donc il y a déjà des atouts. Il suffit que les commissaires ou les gouverneurs les organisent. Vous les envoyez à Kinshasa, qui est déjà une province à part entière, et qui est la métropole de l'Afrique, donc on pourrait abriter une telle célébration en invitant d'autres pays de la région, de la sous-région, c'est plus proche, de l'Afrique aussi, du monde. Ce serait un événement réduit mais mondial. Et tant que les mandats s'achèvent, on peut le faire d'ici 4 mois, c'est-à-dire en janvier 2022. Le président est encore en exercice. Et on finit dans la beauté. Mais dans tout ceci, la seule issue est la construction de l'État fédéral africain au profit prioritaire, sinon exclusif, des Africains. L'État fédéral aura pour mission fondamentale, après l'élaboration de sa constitution, aura pour mission fondamentale d'assurer la sécurité et la protection du peuple africain, c'est-à-dire une armée fédérale avec un seul chef d'état-major fédéral. Les États-Unis n'ont pas 1000 chefs d'État, d'état-major. La coopération internationale et diplomatique et la diplomatie au nom de l'État fédéral du peuple africain fera que l'État fédéral signe les accords de coopération et envoie un ambassadeur dans le pays avec lequel il traite. Les États-Unis ont seuls
une puissance comme les États-Unis, un seul ambassadeur à Bruxelles ou à Paris, les Chinois, la Chine, qui sont une puissance, un seul ambassadeur aux États-Unis, l'Afrique a 54 ambassadeurs et ils n'arrivent pas à les entretenir bien souvent. Donc on ferait économie. Ensuite, après la sécurité, la coopération, au lieu de le faire tous azimuts, on choisira en toute liberté. Parce que la coopération, c'est très important. On ne peut pas vivre dans l'isolement. Ensuite, il faut contrôler le contrôle et la gestion de toutes les ressources naturelles du continent, ressources minières, les hydrocarbures, les ressources forestières, les ressources maritimes, etc., au profit du peuple africain. Il faut contrôler, gestion, faire des codes miniers en faveur du peuple africain et non pour plaire aux autres. Ensuite, faire un programme d'électrification de tout le continent africain avec des barrages un peu partout hydroélectriques, des panneaux solaires et on attend surtout Inga 4 parce que qui permettra d'électrifier tout le continent africain, même le sud de l'Italie. Construction des voies de communication à grande échelle, à l'échelle continentale, des voies aériennes, compagnies aériennes d'État ou privées, les voies aériennes, c'est à l'État, les voies terrestres, donc des grandes routes, de Kinshasa à Lubumbashi par route, les voies provinciales, territoriales, les voies ferroviaires, les voies fluviales et les voies, disons, maritimes. La mer, on ne peut pas négliger. Aujourd'hui, tous les ports africains sont en main d'un individu. Pour la libre circulation automatiquement sans visa, on ne se balade pas aux États-Unis. Les citoyens américains n'ont pas besoin de visa. C'est automatique vers l'État fédéral. Ils ont la monnaie, c'est automatique. La libre circulation. Ici, on n'est pas fédéré, on a des passeports africains, mais ça ne marche pas. Ça ne marche, personne ne les utilise d'ailleurs. C'est un non-sens. Donc la libre circulation des biens et des personnes, mais parce que l'État fédéral a fait les voies pour le peuple. Et le privé peut se développer aussi, comme le public. Puis on va lancer des programmes de grande industrialisation, les scientifiques en ont besoin, des grandes industries africaines, de l'agriculture industrielle, l'élevage industriel si vous voulez, la pêche industrielle, la pisciculture, tout pour nourrir le continent africain, etc. Et rendre les eaux potables, etc., etc. Même avec la mer, on peut faire l'énergie marémotrice. Donc ensuite, l'industrialisation, ça coûte cher, mais il faut le faire ensemble. Industrialisation à grande échelle du continent africain. Et puis la création de grandes universités, le professeur l'a dit, des écoles supérieures, des instituts qui tiennent compte, bien sûr, des valeurs africaines, des valeurs universelles et de la modernité. Et puis la création des académies africaines dans tous les domaines. Et les industries culturelles, le professeur Yoka l'a dit aussi, industries culturelles, artistiques, africaines, pour que nos artistes, les beaux-arts, vivent aussi de leur production, de leur travail. Le cinéma, la musique, les danses, les littératures, etc. Il faut que les gens vivent de ce qu'ils produisent aussi. C'est un travail. Mais il faut qu'il y ait des contenus spécifiques africains. Il faut éviter la copie, parce que copie, on n'excelle jamais en copiant. Alors, et puis le programme nucléaire civil africain. Il faut commencer par le civil. Si on dit militaire, ils vont arrêter. Ouais? Donc, programme nucléaire civil africain. On l'avait commencé au Nigeria, ça s'est arrêté. Kwame Nkrumah avait déjà envoyé quelqu'un pour se former, le professeur Tchepong, le nucléaire.
et l'Afrique du Sud avaient déjà autant de l'apartheid des installations. Maintenant, ils font le civil. Et puis, l'initiation d'un programme africain spatial. Aujourd'hui, c'est un rêve, mais demain. Mais tous ces programmes-là, le seul pays africain qui a les atouts, la démographie, l'espace, les matières premières, les cerveaux, c'est la RDC. Alors, plus la RDC dort, plus l'Afrique retarde. Parce qu'on ne peut pas demander le même effort à Sao Tomé. On ne peut pas demander le même effort à Bissau, des choses comme ça. Ou à la Guinée équatoriale, on ne peut pas. Plus vous avez, plus on vous demande. Plus vous êtes riche, plus vous devez donner. Plus vous avez des richesses, plus vous avez donné. Donc tous ces programmes-là, la RDC peut les faire. Donc il faut que la politique, que les cadres, que tout le pays ait cette vision. On se battra désormais pour réaliser ça et non pour avoir un poste politique. C'est ça l'objectif maintenant. C'est aussi intéressant d'être ingénieur à Inga que d'être ministre à Kinshasa. C'est aussi intéressant d'être professeur de biologie à Kolwezi que d'être ministre à Kinshasa. C'est aussi intéressant. C'est aussi bénéfique pour le pays, disons. Donc la RDC a cette responsabilité. Nous sommes venus du Cameroun, du Congo, etc. pour vous le dire. Et certains collègues qui sont déjà ici, les Yoka, les Kabongo, vous l'ont dit déjà. Plus on traîne, plus vous dans les querelles qui ne servent pas à grand-chose, et plus l'Afrique prend du retard. Parce que même une région comme Bandalungwa, la population, c'est parfois 2 fois un pays africain. Un État africain. 2 fois. J'ai vu des provinces là. Il y a des provinces qui ont 8 millions d'habitants. Mais ça fait 4 fois certains pays africains. Alors, on ne peut pas quand même jouer la même carte. Voilà pourquoi Lumumba a dit que ça partira de l'Afrique. On l'a rappelé. Et non, de la RDC, du Congo. Voilà pourquoi Fanon a dit que c'est la gâchette. Ainsi de suite. Tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Bon, ça prend du temps que les consciences se réveillent, que les gens prennent conscience qu'il y ait quand même des faits, qu'on ait l'intelligence de compréhension. Ça prend du temps. Mais le moment est venu. Le moment est venu. Il y a le message de Lumumba. Bon, après lui, il y a eu le président Kasavubu. On a vu, ils nous ont fait ce qu'ils ont fait. Le président Mobutu a fait l'authenticité, a rendu un peu la fierté. Le président Kabila, les 2 pères et fils, et le président à l'heure actuelle. Mais ce qui compte, c'est chaque fois on tombe, chaque fois on se relève et on avance. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est important pour nous qui sommes un peu à l'extérieur du pays, les querelles nous affligent beaucoup. Mais il faut les faire peut-être. Mais le plus important, c'est la marche en avant. On va par tous les moyens, même si on est sur le lit, si on dit qu'il y a Kinshasa quelque chose, on est obligé de venir même avec un médecin. Parce que c'est une responsabilité historique. Vaut mieux le faire de notre vivant. Chacun doit avoir sa mission, accomplir sa mission ou trahir sa mission. Et s'il n'y a pas plus, on peut vivre pourquoi? On vit pour que la RDC soit debout. Et si elle est debout, automatiquement, l'Afrique entière est debout. Et quand l'Afrique est debout, mais tout le monde y gagne, nous et le monde entier. Donc on ne fait pas des choses retardataires. On ne fait pas des choses qui reculent. Mais j'étais même scandalisé qu'il y ait tant de sous-sols dans la RDC, mais on ne comprend pas, même les géologues ne comprennent pas. Mais comment il y a tout? Mais même pas en Angola qui est voisin, même pas l'autre Congo, même pas. Mais comment se fait-il qu'il y a tout ce qu'on appelle tout, connu et inconnu, que le Coltan ne le connaissait pas? Mais c'est incroyable. Et le barrage d'Inga, parce que on se développe à bas d'énergie, mais pourquoi Inga là? Il pouvait être aussi ailleurs. Hein? Et pourquoi il y a eu Lumumba? Il n'était pas universitaire,
il était pour la politique, il était jeune, il n'a même pas 40 ans, même pas 50 ans, jeune. Mais il voyait que je donne ma vie à mon pays, le reste est secondaire. Et on l'a tué, et c'est l'homme que l'Afrique porte dans son cœur, c'est bien Lumumba. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a régné? Quel honneur il a eu? Il n'a pas goûté au pouvoir politique. Il ne s'est pas occupé de sa famille, de ses enfants. Il s'est occupé du pays. Oui. Donc, voyez-vous, il y a cette responsabilité. On est obligé de le dire, puisqu'on a la même famille africaine. On est obligé de dire et vous remercier très sincèrement de votre accueil. Nous vous remercions, professeur Obenga. Nous vous remercions pour tous les efforts que vous avez consentis pour venir nous parler.